Bonjour à tous, je suis Quentin, le cofondateur des Mini-Mondes, des héros qui font découvrir le monde à vos enfants. Et comme chaque semaine, on reçoit des familles qui vont vous donner envie d'explorer le monde avec vos enfants. Et aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Anne-Sophie. Bonjour. Et Rosalie. Bonjour. Bienvenue. Merci. On est super content de vous recevoir. C'est gentil, merci. On est content d'être là aussi. Ça tombe bien. Du coup, vous avez en plus un périple, vous avez fait un périple assez dingue à travers l'Europe de l'Est, si je ne me trompe pas. C'est ça. L'idée, c'est que vous allez pouvoir nous raconter un petit peu tout ça. En intro, juste, pourquoi ce parcours racontez-nous un petit peu les coulisses, la préparation. Ouais. Et aussi, est-ce que vous aviez déjà voyagé avant ce gros périple ou est-ce que vous étiez vraiment complètement novice ? Alors du coup, nous, on est une famille de 5, donc mon conjoint, et puis on a 3 enfants, Rosalie qui est l'aînée, qui avait 7 ans au moment du voyage, Oscar qui a 5 ans, qui avait 5 ans au moment du voyage, et Félix, 2 ans. Donc voilà, et le voyage, en fait, on s'est dirigé vers les Balkans, et plus précisément, on est parti direction l'Italie, puis on a rejoint la Grèce en prenant le ferry, tout ça en van. De la Grèce, nous sommes dirigés vers la Macédoine du Nord, puis l'Albanie, puis le Monténégro, la Bosnie, la Croatie, la Slovénie. Et je pense que j'ai rien oublié dans le... 7-8 pays quasiment. Et en combien de temps ? En tout juste 5 mois. En tout juste 5 mois. C'est ça. Et donc, si on rétro-pédale un peu, Ouais. donc ça, c'était il y a un peu plus d'1 an. Ça va faire... il y a 1 an, on était sur le départ quasiment. Ok. Ouais, c'est ça. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous vous dites c'est maintenant ? Et qu'est-ce qui fait que vous dites on commence par l'Italie et puis on enchaîne... Enfin, ce road trip, comment vous l'avez un peu préparé en amont ? Alors, on l'a pas... Enfin, assez étonnamment, on l'a pas tant préparé que ça. D'accord. Nous, on avait vraiment le souhait de voyager à un moment donné, de partir comme ça sur plusieurs mois sans un pays qui nous faisait plus rêver qu'un autre, mais vraiment l'envie de ralentir, de faire un gros break avec les enfants, d'avoir moins de contraintes au quotidien, de pouvoir découvrir des pays ensemble et profiter. Donc ça, c'était un peu le leitmotiv. Ensuite, on s'est rendu compte, donc ça, c'était un souhait qu'on avait déjà avant la crise sanitaire, avant le Covid. Et puis, on s'est rendu compte que assez facilement, les années glissaient. Assez facilement, on trouvait finalement la bonne raison qui faisait qu'on n'allait pas partir cette année. Et qu'au bout d'un moment, on voyait que les enfants grandissaient aussi. Et on s'est dit, bah non, quoi, faut arrêter. Si on a envie de partir, on part. Donc voilà, ça s'est présenté 6 mois. En fait, on s'est dit 6 mois avant notre date de départ qu'on partait. Donc après, voilà. Okay. Après, il fallait préparer. Après, c'était parti, quoi. Et vous étiez plutôt du genre, on s'organise et on planifie bien, ou plutôt, en fait, on a calé la date et on va se laisser porter et on se donne 1 ou 2 objectifs, ou ouais. C'était quoi un peu l'ADN de ce road trip ? Eh ben, c'était complètement ça. C'est-à-dire que, vu que notre souhait à nous, c'était vraiment de ralentir, de perdre de changer notre quotidien, d'enlever toutes ces contraintes, les horaires, si on organisait trop le voyage, à notre sens, on se rajoutait des contraintes en fait. Donc on n'a rien préparé. On a lu très peu de choses sur les pays. Mon conjoint rien. D'accord. Voilà, lui il partait du principe que de toute façon il partait avec sa famille, donc ça allait être cool. De toute façon, ce serait cool. Donc j'ai très peu lu sur les pays, et même chose, on s'était pas dit de timing. Par exemple, je sais pas, 10 jours en Italie, 1 mois en Grèce, voilà. On s'était dit, voilà, dans l'idéal, si on arrive à faire tous ces pays-là, c'est chouette. Après, si on n'y arrive pas, tant pis. Voilà. Donc, en gros, on n'a pas préparé grand-chose. Ce qu'on a préparé, c'est surtout plutôt le avant en termes de logistique, de matériel. Qu'est-ce qu'on emmène ? Voilà, on s'est posé ces questions-là. Tout ce qui est administratif, ça, c'est un peu la partie moins sympa. Mais voilà, sur la destination en tant que telle, en fait, on s'est laissé porter, quoi. Et justement, parce que ici, du coup, c'est un podcast qui est très orienté famille. Les enfants, à ce moment-là, est-ce que vous les mettez un peu dans la co-création avec vous sur le périple, ou est-ce que c'est plutôt surprise dans 15 jours, on s'en va, vous les préparez longtemps à l'avance ? Comment vous gérez un peu ce... Ouais, alors on les prépare pas tant que ça, parce que même nous, on n'est pas tant préparés que ça. On leur explique l'idée du projet, de partir en van, voilà, qu'on sera dans un espace réduit, qu'on sera tous les 5, qu'on va vadrouiller à travers plusieurs pays. On donne pas tant d'infos que ça sur les pays qu'on va traverser. On leur explique par contre que ça signifie ne plus aller à l'école, parce que ça, bon, le petit dernier n'est pas scolaire, mais pour les 2 aînés, c'était plus impactant. Et alors, si une petite précision quand même, nous, c'est vrai que dans ce périple-là, il y a un pays qui nous tenait vraiment à cœur, c'était l'Albanie. Puisque l'assistante maternelle des enfants, la nounou, est albanaise. Ils sont originaires de là-bas. Il y a toute leur famille qui est encore là-bas. Et c'est vrai qu'on a créé des liens très forts avec eux. Et il y avait cette envie de découvrir voilà, d'où ils venaient, de rencontrer leur famille. Donc ça, c'était une bonne motivation pour vous aussi dans ce voyage, en fait, de savoir d'où venait leur asthmate, etc.
Ouais, t'avais ce point, un moment pendant le voyage, qui était le point un peu symbolique que tu voulais voir peut-être plus qu'autre chose. Ça nous tenait à cœur. Et d'ailleurs, quand on parle du voyage, souvent, on parle d'abord de l'Albanie, en fait. D'accord. Mais parce qu'on a rencontré la famille, parce qu'on a vécu un peu avec les locaux, et forcément, il se passe pas les mêmes choses. Donc la préparation que tu fais, c'est plutôt au feeling, à l'instinct, plutôt pas ultra, disons, organisé. Enfin, c'est pas, on va faire 2 jours ici, 2 jours ici. Du coup, tu fais les préparatifs, etc. Et le jour du top départ, donc vous avez le van, c'est ça, que vous avez loué pour l'occasion ou... Non, on a acheté. Enfin, quand je dis van, en fait, c'est un transporteur qu'on utilise comme véhicule au quotidien, donc qui est qui a pas d'aménagement si ce n'est une tente de toit intégrée. Mais voilà, on n'a pas de petite cuisine aménagée, de petit évier, tout ça. On n'a rien de tout ça. Alors, on a bricolé un peu à l'arrière, histoire d'avoir de quoi cuisiner quand même un peu, mais donc c'est hyper simple comme matériel. Vous l'aviez testé avant ou vous aviez fait un week-end test Et alors, on est habitué à voyager. Tous les ans, on part un mois en camion. On avait un camion avant, donc on était un peu habitué à ce mode de voyage-là. Le véhicule avec lequel on est parti, on l'a acheté 1 mois et demi avant de partir. C'était parce qu'on a galéré à trouver et ça s'est joué à peu de choses en fait. Donc on n'a pas eu le temps de le tester. Ok. donc voilà, en fait on a improvisé, on a découvert de A à Z le véhicule avec lequel on voyageait. Voilà, on a vraiment composé et construit le voyage en fait au fur et à mesure. Génial. Et donc première étape, donc l'Italie. Direction les Pouilles. Direction les Pouilles, ok. Exact. Ça commence fort. Ouais, c'était vraiment canon. On était au mois d'avril. Du coup, les Pouilles au mois d'avril, hyper tranquille. Donc là, on a bien pris le temps de visiter. Et puis ensuite, la grosse étape, c'était la traversée en ferry de l'Italie, sud de l'Italie, vers la Grèce. Où on passait le van. C'est une traversée qui est assez longue. On est au mois d'avril, donc il n'y a pas du tout de touristes. C'est les ferries pour les transporteurs, les camions. Donc ambiance très particulière, mais qui nous a bien fait rire. On a des petites anecdotes comme ça assez sympas. On a rencontré malgré tout quelques voyageurs, qui changeaient carrément de vie, qui avaient tout vendu, qui partaient un peu à l'aventure. Donc, des Français? Je me rappelle d'une Française, Lily, qui avait 55 ans, tout vendu. Parce que jamais eu l'occasion de voyager, élever ses enfants. Et en fait, elle s'est dit, non, mais en fait, j'ai 55 ans, faut y aller. Donc, elle a tout vendu, tout plaqué, et elle partait, quoi. C'est hallucinant comme projet, mais chouette. Donc voilà, des rencontres sympas comme ça. Et puis, donc ferry, et on arrivait ensuite en Grèce, effectivement. Et là, vraiment, quand on arrivait en Grèce, pour nous, c'est vraiment le démarrage de notre voyage au long cours, quoi. Ça y est, on était loin. Et sur ces premières semaines, du coup, même premier jour, les enfants, tu les as sentis comment dès le début? C'était la fête ou il y a eu un petit coup de chaud? Enfin, comment c'est peut-être pas non plus le même rapport parce qu'il y a 3 enfants avec 3 tranches d'âge assez différentes d'ailleurs. Ouais, alors le top départ le jour J ou les 2 premiers jours, génial. Tout le monde est euphorique. Ah, ça y est, on est parti, c'est top. Voilà. Et puis ensuite, malgré tout, les jours passent. Il y a un certain quotidien dans le voyage qui s'installe. Et en fait, je dirais qu'il a bien fallu 15 jours ou 3 semaines pour que les enfants trouvent leur place, trouvent un nouveau rythme, comprennent que ça y est, on était vraiment dans la gymnastique du voyage. Et même chose pour nous. Donc, il y a 3 semaines où c'est un peu plus tendu. En tout cas, pour nous, ça a été un peu plus tendu. Mais on est habitué à ça. À chaque fois qu'on part un mois, il y a toujours 15 jours qui sont plus compliqués. Parce que effectivement, il faut retrouver un certain équilibre. Nous, en tant que parents, il faut qu'on lâche prise sur des choses. C'est vrai on est peut-être un peu lent, mais on a mis un certain temps à se dire, mais en fait, là, on est en train de tenir des contraintes ou un rythme qui n'a plus lieu d'être parce qu'on est dans autre chose, en fait. On peut plus avoir ces exigences envers les enfants, ou ça a plus d'intérêt aussi, plus de sens, vu là où on est. Les enfants comprennent que, effectivement, l'espace dans le camion, il est réduit, donc, faut faire différemment, faut faire autrement. Mais je dirais que passer ce temps-là, ces 3 semaines d'adaptation, après c'était top. Les 3 semaines, en gros, t'es toujours en Grèce ou t'as déjà même passé la Grèce? On a passé la Grèce. On vient d'arriver en Grèce. C'est l'après-Grèce quasiment où tu commences Alors, on a fait 15 jours en Italie. Ouais. Et puis ensuite, on est arrivé en Grèce. Et je dirais qu'au bout d'une semaine en Grèce, c'était bon, on avait trouvé. Et en Grèce, on est resté quasiment un mois.
Ouais, 25 jours, il me semble, parce que le territoire est super grand, parce que c'est hyper riche en termes culturels. Il y avait beaucoup de choses à apprendre. Les distances sont longues aussi, d'un point à l'autre. Donc maintenant, une fois arrivé en Grèce, et puis la leçon qu'on en a tirée aussi, c'est que quand on est parti, on avait très envie de ce voyage, on était très motivés, donc on a avalé les kilomètres. Tous les jours, on changeait de spot, et en fait, on s'est dit au bout de 3 semaines, à mois, mais en fait, il faut qu'on ralentisse, parce que à ce rythme-là, on avait une soif de tout voir, de tout découvrir, de rien rater. Malgré tout, on cumule une certaine fatigue et que les enfants ont besoin aussi d'un temps pour se poser. Et qu'on s'est dit que ce qu'il fallait peut-être pas qu'on perde de vue dans ce voyage, c'était l'idée de passer du temps ensemble, en fait. De prendre du temps et de ralentir. Donc, si on partait à l'autre bout du monde pour aller à fond, en fait, il n'y avait plus d'intérêt. Donc, Donc, en fait, pendant le road trip, vous avez un peu changé votre rythme. Vous êtes parti un peu tout feu, tout flamme. Exactement. Et il y a un moment, vous vous êtes dit, OK, en fait, on va respirer, on va prendre le temps, peut-être un peu moins de route aussi. Oui, c'est ça. Moins de route à la journée. Enfin, on avait déjà borné un peu le truc sur 2 heures max par jour, 2-3 heures. Ça arrivait que forcément c'était plus, mais en tout cas l'idée c'était de changer moins souvent de spot, c'est-à-dire de se dire minimum on essaye de rester dormir 2-3 nuits au même endroit et pas changer tous les jours. Et toujours dans le camion. Vous alterniez pas entre du camion, des Airbnb, tout ça, non? Alors ça si, essentiellement dans le camion. Mais grosso modo, quand je regarde en arrière, dans chaque pays où on est passé, on a fait du Airbnb. Parce que ne serait-ce que pour visiter les capitales, c'est juste plus pratique et plus facile. Parce que ça permettait de retrouver du confort aussi. Alors là, autant dire que les douches, c'était génial. Le lave-linge, c'est miraculeux. C'était le critère numéro 2 du Airbnb. Après l'emplacement, c'était que l'appart à un lave-linge. Donc voilà, c'était... on a coupé avec du Airbnb, en tout cas dans chaque capitale. Voilà. Et pour les anniversaires, puisqu'il y avait des anniversaires pendant le voyage, donc c'était un peu voilà, le petit break dans le voyage, le break dans le voyage. Ouais. Et donc tu disais que donc vous aviez un petit peu ralenti le rythme à un moment, mais quand par exemple à un moment t'es en Grèce, enfin vous êtes en Grèce, qu'est-ce qui fait que tu vas du point A au point B? C'est feeling, c'est parce que tu rencontres des gens qui te disent est-ce que vous avez été là? C'est parce que t'as toujours par exemple l'Albanie en coin de tête et tu te dis tiens il faut qu'on passe par là pour arriver en Albanie. Enfin comment tu vas d'un point A à un point B à chaque fois? Ouais, alors c'est un peu tout ça. L'Albanie, je savais qu'on allait y passer, donc peu importe, on serait arrivé en Albanie. Il y a eu des rencontres qui nous ont fait dire non finalement ce site ça vaut pas tant le coup que ça, donc voilà on contourne. Parfois c'était simplement de se dire là ça va faire beaucoup de kilomètres pour un point d'intérêt. Est-ce que vraiment on a cette énergie là pour mettre ça dans la balance. Les lectures aussi. Autant on n'a pas lu, ou très peu lu, moi en tout cas, sur les pays avant de partir, autant c'était ça aussi pendant le voyage. Souvent le soir, avec mon conjoint, on regardait un peu ce qu'il y avait d'intéressant dans le pays. C'était d'échanger aussi avec des locaux, parce que parfois c'est vrai que dans certains pays, on met vraiment en évidence le truc connu, incontournable, et en fait il y a aussi le petit truc moins connu, sympa, qui vaut le détour en fait. Donc, en fait, le fait de pas vraiment préparer le voyage, en tout cas les points de chute ou les lieux à visiter avant, ça permettait de construire au fur et à mesure. Et nous, c'était très bien comme ça, quoi. Trop bien. Donc, tu fais Italie, les Pouilles, quasiment un mois en Grèce. Ouais, c'est donc ça. Vous avez quand même le temps de pas mal arpenter la Grèce, j'imagine. Ouais, Péloponnèse, et puis après la Grèce continentale, avant de rejoindre la Macédoine du Nord par Thessalonique. Donc, on est monté tout au nord de la Grèce et puis arrivé en Macédoine du Nord. Voilà, ça décoiffe. J'ai l'image d'un dépaysement de plus en plus total entre l'Italie, la Grèce et la Macédoine, peut-être. Ouais. C'est un peu le cas. Ouais, c'est complètement ça. L'Italie, ça reste assez proche de chez nous et une culture pas si éloignée que ça. La Grèce, pour nous, c'était la découverte. On change d'alphabet, riche en histoire. Et on arrive en Macédoine du Nord, un tout petit pays dont, en tout cas autour de nous, personne n'y est jamais allé. On connaît le nom, mais voilà. J'avais aucune représentation de ce pays-là. Et en fait, alors c'est un pays... je ne saurais pas trop comment le décrire. C'est assez... Il y a plusieurs types de cultures, plusieurs religions. L'architecture est très diversifiée. Enfin, on sent qu'il y a un espèce de bassin culturel et voilà, très différent. Donc ça nous a un peu étonnés. C'était vraiment la découverte avec une façon de fonctionner qu'on ne connaît pas en France. C'est-à-dire que nous, en France, on voyage librement, en Europe, Union européenne aussi. Là, l'arrivée en Macédoine du Nord, ça signifiait aller au commissariat le plus proche, se déclarer.
voilà, avec une adresse. Et au moment de repartir, retourner au commissariat pour se redéclarer. À chaque fois, on avait un papier tamponné, etc. Donc, même chose, des démarches, en fait, qui peuvent paraître lourdes et en même temps qui viennent nous interroger sur la chance qu'on a de circuler aussi librement dans notre pays, etc. Donc voilà, ça a été sujet aussi à discussion avec les enfants. C'est mais pourquoi maman elle va encore au commissariat? Non, vous inquiétez pas, tout va bien. Donc voilà, et en même temps, on a fait une super rencontre. On a fait donc un Airbnb pour visiter la capitale, Skopje, et on a rencontré Andriana, qui était la propriétaire, qui était hyper sympa, que des Français viennent jusqu'en Macédoine du Nord, qui était vraiment aux petits soins vis-à-vis des enfants. Et ça, d'ailleurs, globalement, dans tous les pays rencontrés, c'était la bonne surprise, l'accueil réservé aux familles et aux enfants. Les enfants, c'était... souvent, vous avez eu des cadeaux, les gens venaient facilement vers vous, toujours une petite attention. Même si nos enfants, parfois, comme tout enfant, font un peu de bruit, dérangent des choses, c'était jamais grave. Voilà, ça reste des enfants, c'est... là où nous en France souvent les enfants faut pas que ça fasse trop de bruit, pas que ça touche trop à tout, etc. C'est marrant ce que tu dis parce que c'est un fil rouge avec les personnes que je rencontre. D'accord. De dire en fait quand on est avec des enfants il y a vachement plus de bienveillance, d'empathie, en fait c'est presque facilitateur d'être avec des enfants que l'inverse, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu. Et tu vois, ça confirme, en tout cas nous c'est notre ressenti aussi. Je pense que ça a été ça a été facilitant pour beaucoup de choses. Et puis, ça attirait un peu la curiosité aussi. C'est-à-dire que on était à une période où il y a peu de touristes dans des pays, en tout cas pour la Macédoine du Nord, l'Albanie, la Bosnie, peu touristiques. Et du coup, d'arriver tous les 5, vous sortir du fourgon... les 3 à suivre, même les douanes, quand on passait, je donnais ma pièce d'identité, celle de mon conjoint, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Le douanier, mais il m'a applaudi. Il a trouvé ça génial. Et du coup, pour dire que voilà, les enfants, c'était vraiment facilitant pour rencontrer, pour échanger. Je suis assez d'accord. Ouais. Parce que la Macédoine, du coup, c'est juste avant l'Albanie, c'est ça? Donc l'Albanie, là, vous avez retrouvé de la famille de la nourrice? Ou non, c'était par contre juste le symbole d'aller en Albanie, mais si, vous avez rencontré du monde là-bas. Ouais, alors à la base, c'était pas du tout prévu ça non plus. Donc juste, on est arrivé en Albanie, on a dit à la tata qu'on arrivait en Albanie, on lui a envoyé une petite vidéo, elle était hyper contente. Et puis en fait, le mari de la tata est originaire d'à côté de la capitale Tirana. Et ils ont une maison là-bas qu'ils ont conservée, donc on allait voir la maison, mais juste on s'était imaginé faire une photo devant la maison et l'envoyer en fait à la tata. Et le mari, donc Nazmi, sachant qu'on était en Albanie, avait prévenu le voisinage en disant « Mais attention, peut-être Anne-Sophie et sa famille vont venir. S'ils viennent, il faut m'appeler, il faut bien les recevoir. » Et en fait, le jour où on est arrivé, au bout de 5 minutes à peine, on avait effectivement le voisin qui arrive, qui nous parle. Bon, on comprend rien, mais on comprend qu'on parle bien de la même personne et il comprend bien qui on est. Le frère arrive et on se retrouve dans la famille, à manger. Puis alors, enfin voilà, du coup ils sont hyper généreux et c'était un chouette accueil. On s'y attendait pas. Donc on est allé dans cette famille-là et puis ensuite on est allé dans la famille de Tata Spressa, dans les Alpes albanaises. Donc là, la route un peu compliquée, les Alpes albanaises, mais c'est super joli. Et on est allé chez les parents et la sœur de la nourrice qui là nous attendaient. Ils étaient prévenus qu'on allait arriver aussi. Et on a eu un super accueil. Et c'est une chouette leçon de vie aussi parce que souvent, les enfants, c'était une question du début du voyage de se dire mais on parle pas leur langue, ni les langues des petits copains et des petites copines, on pourra jouer avec personne, pas se faire comprendre. Et en fait, passer, je dirais, même chose les 3 premières semaines ou le premier mois, de se rendre compte que la langue, c'est un faux barrage, qu'on arrive toujours à se faire comprendre. Dans la famille de la tata, la maman et le père ne parlaient absolument pas anglais, seulement albanais. Je parle pas albanais, j'ai pas cette chance-là. Tu parles anglais? Anglais, mais alors à couper, c'est pas terrible. Mes enfants pensent que pire. Ok, donc même pour vous, je veux dire, il y a aussi cette barrière parfois qui peut... Ouais, alors, mais je pense que c'est une fausse barrière, c'est-à-dire que là, par exemple, en Albanie... les gestes, on mime, puis si on se comprend pas, on se tire par la main et puis on emmène, on montre, on dessine. Le regard aussi dit beaucoup de choses.
J'ai eu la chance de faire pas mal de voyages. J'ai souvenir avoir été seule avec une amie en Mongolie, dans le désert de Gobi. Et même chose, du coup, la langue, en fait, voilà, ils parlaient pas anglais, je parlais pas leur langue non plus. Et pour autant, ça ne nous a pas empêché de communiquer, de passer une semaine ensemble. La langue, c'est un moyen de communication, mais c'est pas le seul. Ouais, et c'est vrai que... Ouais. Voilà. Ouais. Et après, on a testé en Albanie le Google Traduction pour se dire, ça va peut-être faciliter. Et en fait, vraiment, quand on a une idée précise, ça peut être facilitateur, mais dans le flux d'une conversation... Oui, tu peux pas traduire en fil rouge tes discussions. Ça reste limitant, quoi. Et tu voyais tes enfants s'épanouir de plus en plus, ou même prendre de plus en plus confiance, ou changer au fur et à mesure du voyage, ou peut-être pas, ou en tout cas être plus à l'aise, ou tu voyais une évolution? Ouais, alors... Je suis désolée, je vais parler de toi. Ouais, si. Alors déjà, dans leur lien à eux, avec mon conjoint, ce qu'on observait, c'est de fait, ils étaient un peu obligés en même temps, mais on a trouvé qu'ils se sont, au fur et à mesure, énormément rapprochés, que ce soit au travers du jeu, au travers des conversations, au travers le fait de se lire des histoires. Toi, tu étais la seule à savoir lire à ce moment-là, et c'est vrai que tu partageais plus de temps avec tes frères. Non, mais c'est vrai, c'était chouette. Enfin, pour nous, regarder, c'était chouette. Et puis le fait de découvrir des choses ensemble, c'est-à-dire que vous avez adoré passer du temps à plonger dans l'eau et observer les poissons. C'était, on va dire, une vraie grande première pour eux. Et de partager ces découvertes ensemble, c'est vrai que je pense que ça crée des liens assez forts. Et puis après, en termes de personnalité, je trouve que voilà, ils ont gagné en assurance en fait au fur et à mesure du voyage. C'est-à-dire que là où au début du voyage, jamais ils se seraient lancés à, je sais pas, aller faire un petit bout de course à l'épicerie d'à côté parce que la langue, parce que la monnaie aussi, parce que pas le même alphabet, etc. Et ben au final, passé un certain temps, ils y allaient. Alors ils y allaient ensemble, en groupe, parce qu'on est plus fort, mais ils y allaient quand même quoi. Et de retour maintenant en France, je sais que et puis autour de nous, la famille le dit. Voilà, avec Rosalie, elle a énormément gagné en assurance. Oscar, même chose. Félix, il est bavard comme pas possible, hyper sociable. Toujours. Donc je pense que voilà, ça a aussi contribué à ce qui s'affirme. C'est génial. Et pendant ce road trip, le lien avec la France, vous étiez déconnexion totale, ou vous étiez quand même très connectés? Je sais pas, j'ai les rapports toujours avec la famille, les amis, ou peut-être même vous faisiez suivre vos aventures, je sais pas moi, sur les réseaux, tout ça. C'était quoi vos rapports un peu avec la maison mère? Très bonne question. Alors, j'avais mis en place un compte Insta vraiment pour le voyage, pour tout ce qui était environnement. Les amis et puis aussi les collègues de boulot proches, voilà, ça permettait qu'ils suivent un peu le voyage. On avait aussi un compte Polar Step qui nous sert aussi beaucoup parce que quand on rentre de voyage, ça nous permet de compiler nos photos si on veut faire un truc, voilà, c'est une question pratique. Et puis ensuite, on a gardé le lien avec nos parents. Voilà, on avait des échanges quasiment toutes les semaines. Quasiment toutes les semaines, ou des appels vidéo plus rares, mais quand même. Et puis un contact qui était quand même hyper important, c'est au niveau de l'école, où je trouve que les enfants ont eu de la chance d'avoir deux maîtresses au top, parce que les enfants n'étaient plus scolarisés. Donc, elles auraient très bien pu se dire, la famille part faire son projet, ok. Et déjà, elles nous ont donné pas mal de conseils avant de partir, des manuels, etc. Donc ça, c'était chouette. Et surtout, elles ont gardé le lien avec les enfants pendant le voyage. On s'est envoyé des mails, elles ont envoyé des vidéos pour les anniversaires, on s'est partagé des photos, etc. Les élèves des classes pouvaient écrire aux enfants. Et ça, c'était hyper important pour eux, parce qu'en termes d'appartenance, même s'ils étaient loin, en fait, ils avaient toujours leur classe. Et on faisait l'école pendant le voyage. Donc, en fait, dans leur tête, ils faisaient toujours partie de leur classe, même si administrativement... Et ça, c'est vrai que c'était des contacts très précieux pour les enfants, et qui ont fait qu'au retour, ils sont retournés dans la même école. Ils sont partis, mais en même temps, finalement, le lien était toujours là, et c'est revenu très facilement, quoi. Et l'école en voyage, vous arriviez à garder un semblant de rythme, ou ça fait partie du lâcher prise. Ouais, non, mais j'imagine, ça fait partie des sujets où on se dit peut-être qu'à un moment, on relâche petit à petit un peu la pression aussi là-dessus pour quelques semaines. Alors, là où il faut peut-être relativiser, mon deuxième Oscar était en grande section. Donc voilà, il y a des apprentissages bien sûr, mais qui étaient moins stressants pour nous en tant que parents que Rosalie, qui était en CE1.
où moi je m'étais mis un petit coup de pression en me disant avant de partir, oh là là, quand même l'école. Enfin voilà, est-ce que quand elle va revenir, elle va pas être pénalisée, etc. Et j'ai souvenir de mon frère qui m'avait dit, donc ça m'avait fait un peu redescendre, qui m'a dit mais tu sais Anne-Sophie, tout le temps que tu passeras avec elle, juste toi et elle, ce sera du temps d'apprentissage qui sera tout bénef, parce qu'un temps en classe, c'est pas 8 heures d'apprentissage non-stop. Je me suis dit oui, c'est vrai que vu ces temps que j'avais oublié que voilà. Et donc en fait l'école, il y a eu des semaines où c'était tous les matins, voilà, mais c'était une demi-heure. Et puis il y a eu 15 jours où il y avait rien parce que on était dans autre chose en fait. Donc et ça s'est fait plutôt. Je dis pas qu'il n'y a pas eu des moments de tension parce que je suis pas maîtresse, parce que par moments je suis pas patiente et parce que par moments vous avez pas envie, moi j'ai envie ou vice versa. Bon, c'est pas. Mais globalement l'école ça s'est plutôt bien fait parce que je pense qu'on n'était pas. À partir du moment où on a accepté de lâcher prise, on faisait vraiment plutôt quand on avait envie. Et du coup, ça se passait plutôt bien. Et on faisait ça sur des temps courts. Donc, trop bien. Ouais. Et donc là, Albanie, en gros, c'est la moitié du périple. Non, même à peine, parce qu'après... Si, on a la moitié. Albanie, parce que après l'Albanie... oui, à peine. Après l'Albanie, on a rejoint Monténégro. Direction les Bouches du Kotor. Alors on est resté moins longtemps à Monténégro que prévu. On est resté 10 jours parce que c'est la partie moins sympa du voyage où il y a eu un petit virus qui s'est invité. Donc voilà, et là où on était, c'était un peu compliqué. Donc on a rejoint assez rapidement la Croatie. Histoire que le petit virus passe, de louer un Airbnb, etc. Croatie, là, on est resté essentiellement sur la côte croate, donc c'était super joli. De la Croatie, on est parti quand même rejoindre la Bosnie-Herzégovine. Voilà, parce qu'on s'est dit que c'était vraiment pas loin, que ça nous semblait dingue que ce soit aussi pas loin et de connaître aussi peu. Donc c'était, mais un peu comme la Macédoine en fait. À la fois ils sont pas loin de chez nous et à la fois c'est tellement différent d'un point de vue culturel, d'un point de vue au niveau des religions et c'est très dense en fait dans un même espace, dans un même endroit il y a tout ça, donc on en prend plein les yeux. Donc c'est une bonne surprise la Bosnie et je pense qu'on y retournera pour y passer plus de temps, pour visiter davantage le pays. Et puis ensuite de la Bosnie on est repassé par la Croatie, c'était la route, on a rejoint la Slovénie. Qui a été le dernier vrai pays entre guillemets du voyage, voilà. Et là on sentait qu'on commençait à être sur la fin du voyage parce qu'on arrive sur l'été, parce que la Slovénie c'est plus touristique malgré tout, donc voilà. Et donc nous on se sentait sur la fin du voyage quoi. Tu disais en intro que tu avais à peu près prévu la durée du road trip. Ouais. Donc tu savais quand tu étais en Slovénie que ça se terminait, ouais. Ou c'est aussi que ça se terminait parce que vous étiez à un moment où vous aviez senti que c'était la fin du cycle et que c'était le moment de rentrer? Alors, on avait à peu près 3 semaines de battement, on va dire, pour le retour. L'échéance, enfin vraiment, l'échéance, c'était la rentrée scolaire suivante, avec l'idée que les enfants aient quand même 15 jours, histoire de se poser, de retrouver la maison, etc. Donc, on savait que quand on arrivait en Slovénie, on savait que c'était plutôt on était sur le dernier pays. Et l'idée de rentrer, c'est pas vraiment l'idée de se dire c'est la fin du voyage parce que moi et mon conjoint on aurait eu envie encore, mais plutôt ce côté, alors ça peut paraître assez dingue parce que comme tout le monde normalement, nous aussi tous les ans on part l'été, juillet, août, donc il y a d'autres touristes, mais là le fait à un moment donné en Slovénie de voir l'afflux de touristes alors qu'on a été tranquille pendant plusieurs mois avec nos enfants, un peu dans notre bulle en fait, y a un côté décalé, je sais pas trop comment l'expliquer, qui fait qu'on avait l'impression ça y est de plus être dans notre voyage mais d'être dans des vacances d'été. Et du coup, ça y est, on était, ça marquait une fin en fait. Et du coup, à partir de ce moment-là, en plus, les tempêtes là arrivaient en Slovénie. Donc on a eu une petite frayeur là sur une soirée, voilà. Donc là, on se dit bon, c'est peut-être un signe. On va rentrer. Donc on est repassé par l'Italie. La région des lacs, on est redescendu vers les 5 terres, on a recoupé parce que c'est pareil, il y avait des énormes chaleurs là, c'était assez sympa. Et des 5 terres, par contre, on s'était dit en fait, une fois qu'on passe la frontière française, on trace, c'est-à-dire qu'on trace vers la maison. Je me voyais pas faire des petits spots, m'arrêter, voilà, ça y est, le voyage était terminé, ouais, on rentre quoi. Ok. Et d'ailleurs, vous aviez déjà fait des 1 mois en camion, c'est ce que tu disais. Donc vous connaissiez un peu cette vie en promiscuité à 5. Ça, c'est pas quelque chose qui vous effrayait trop, de ce que je comprends. Ouais. Au bout de 4-5 mois, c'est le même rapport ou ça devenait peut-être, est-ce que ça devenait pesant ou pas du tout? Ça, c'est quelque chose qui se gère bien.
vous viviez aussi, j'imagine, beaucoup dehors, mais... Ouais. Alors, effectivement, on vivait essentiellement dehors. Après, on a eu des journées de pluie, mais du coup, on s'occupe différemment. En tout cas, vu l'espace qu'on a dans notre véhicule, c'est sûr, tu passes pas une journée dedans avec tes A5, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Et du coup, là où ça changeait par rapport au fait quand on part un mois l'été, c'est quand on part un mois l'été, finalement, le temps file assez vite. Là, sur 4-5 mois, c'est à un moment donné de se dire, mais en fait, je peux pas être tout seul. C'est-à-dire que parfois, moi j'avais envie d'être juste toute seule, pas de bruit autour, ou pas répondre à des questions, ou pas partager quelque chose, tout simplement. Donc ça parfois ça a manqué. Mais après, c'est aussi de profiter de moments où tu peux être toute seule. Je sais que moi, quand je prenais ma douche, c'était le moment où je me disais, mais là, en fait, réaliste, t'as 5 minutes, 10 minutes, t'es tranquille, quoi. Et donc, je me rappelle, on avait dormi dans un camping où un gars vient me voir et me dit, ah, c'est dingue, il y a toujours, tous les matins, il y a quelqu'un qui met de la musique. Et donc, quelqu'un, c'était moi, mais c'était mon moment, quoi. Donc voilà, après, c'était aller faire un bout de course toute seule en me disant, là, c'est mon moment à moi. Et je faisais des détours dans les rues où je profitais toute seule. Après, il faut se créer ces moments-là, en tout cas, parce que voilà, faut se les créer, faut se les penser, faut les. Non, la promiscuité, sinon, c'est pas réellement un problème. Ouais. Et du coup, vous avez fait quasiment 7-8 pays, j'ai pas compté exactement, mais ouais. s'il y a un ou deux pays peut-être qui vous ont marqué positivement, disons, mais tu m'as dit la Bosnie, c'est un pays que tu referais bien. Ouais. Il y a d'autres comme ça, d'autres destinations où tu t'es dit, waouh, là quand même. Ouais, c'est encore plus incroyable que ce que je pensais. Alors l'Albanie, parce que c'est toujours le premier pays. Donc la Bosnie, on y retournera, c'est sûr. Sarajevo, et puis explorer davantage le pays. Et l'Albanie, parce que véritablement, les Albanais sont... alors, c'est pas les seuls au monde, hein, mais ils ont vraiment cette notion de l'accueil qui est très forte et qui est différente de ce qu'on connaît chez nous. Parce que c'est un pays qui est hyper riche d'un point de vue culturel, mais aussi des paysages. Et un pays qui s'ouvre au monde aussi et qui est content de partager, entre guillemets, ses richesses. Donc, ce que j'espère, c'est qu'ils réussiront à se préserver un peu du tourisme de masse, mais l'Albanie, ça reste une super belle surprise, quoi. Et donc vous rentrez au bout de quasiment 6 mois. A posteriori, quand vous rétro-pédalez un peu sur l'apprentissage du voyage, déjà, si c'était à refaire, j'imagine que vous le referiez. Ouais. Je me trompe pas. Ouais. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ouais. J'ai l'impression qu'on a rarement de regrets. Ouais. Les enfants, pareil, le bilan que tu fais un peu après 6 mois de road trip. Alors, les enfants étaient hyper contents quand même de rentrer, il faut le dire. Hyper contents, pas parce qu'ils aimaient pas le voyage, hyper contents parce que pour retrouver leur famille, les grands-parents et les copains-copines. Voilà, c'est une réalité. Donc, je les revois quand on a passé la frontière française. Ouais, le voyage est officiellement terminé. Donc, voilà. Donc, quand on est rentré, bien sûr, on a retrouvé les familles très rapidement. Et passé, je dirais, 15 jours, 3 semaines, une fois que la rentrée scolaire a été faite, en fait, c'était quand est-ce qu'on repart ? Parce que ça y est, ils avaient repris un bain d'amitié, de famille un peu élargie. Et il y avait un peu de recul avec le voyage et de se dire, en fait, c'était chouette, quoi. Donc voilà, c'est sûr qu'on regrette pas le voyage. Ce qu'on peut peut-être regretter, c'est de pas être parti plus longtemps, en fait, d'entrée de jeu. Ouais. Voilà. Et puis, on est plutôt dans l'idée de repartir là dans les 2 ans. Ah oui, donc c'est assez concret et assez proche, en fait. Ouais. Ok. Et vous avez en tête déjà un périple qui se dessine ou... Alors, vu qu'on n'aime pas trop préparer... Ouais, ça va être un peu dans la même ADN. Ouais, c'est ça. Mais malgré tout, en fait, ce qui nous attire, là, c'est plutôt l'Asie. Seulement pour aller, ça va poser plein de questions parce que si on repart sur le même mode, c'est-à-dire avec un van jusqu'en Asie, la trajectoire peut être très compliquée. Il y a des pays qui sont moins sympas à passer, voire où il faut pas passer. Donc voilà, sur le plan administratif aussi, ça semble plus compliqué. Donc je pense que ça nécessiterait plus de préparation. Mais en tout cas, là, de prime abord, l'Asie nous botte bien. Mais ça peut remettre en question le mode de déplacement. Ça peut. Faudra que tu écoutes un épisode où on parle Vietnam. D'accord. Sri Lanka et Cambodge, si je dis pas de bêtises, ou Philippines, enfin voilà, bref. Ok. Et apparemment, c'est un bon choix. Ça marche. Je prends note. Apparemment, c'est un très bon choix. Et du coup, donc tu m'as dit un peu les coins, les pays qui t'avaient marqué. On a pour habitude de poser cette question aussi. S'il y avait 2 lieux
parmi tous les lieux que vous avez vus, alors vous en avez vu beaucoup, mais 2 lieux qu'il fallait voir à tout prix au moins une fois dans sa vie avec ses enfants. Est-ce que spontanément, il y a des lieux comme ça qui ressortent? Alors moi je retiens là comme ça, mais je dis pas que c'est le lieu, mais en tout cas celui qui me vient tout de suite, c'est les sources d'eau chaude de Bence. Ça c'est en Albanie. Donc ils sont paumés au milieu de nulle part. La route est compliquée pour y accéder, mais une fois qu'on y est, c'est totalement absurde parce qu'il y a ces sources d'eau chaude où on peut se baigner. Il y a rien autour, c'est montagneux, enfin c'est juste canon. Et puis quand on en a un peu bavé pour y accéder, ben en fait on est encore plus content. C'est assez dingue, mais quand même il y a de ça. Voilà le premier qui me vient. Après j'ai quand même la Grèce, mais c'est pas mal de spots, surtout toute la côte péloponnèse là où en fait la côte est magnifique, l'eau est translucide, voilà, l'île aux tortues, enfin ça c'est canon quoi. Mais c'est pas le spot, c'est plutôt une zone quoi où pour moi c'était juste magique quoi. J'ai trouvé ça cool. Ouais, je comprends. Et puis toi, ce que tu dis, c'est que finalement vous l'avez fait dans une période de l'année où vous étiez il y a un peu ce côté seul au monde, alors peut-être pas partout, mais globalement quand même le côté un peu de couper aussi un peu du monde, d'être un peu en de décalage, la foule, quoi. d'être un peu en décalage, Ouais. et ça qui avait l'air aussi super appréciable. Ouais, mais exactement. Mais c'est ce qu'on recherchait en fait, c'était d'être un peu dans notre bulle, un peu d'être décalé du reste du monde, enfin pas totalement, mais quand même. Et puis de fonctionner comme le vent nous porterait un peu, c'est-à-dire que voilà, pas s'imposer de contraintes. Ou juste celles qu'on avait vraiment envie de se mettre, de découvrir en fonction de nos envies, nos motivations. Voilà, donc effectivement, d'être comme ça en décalé, c'était bien. Mais de revenir en France, c'est bien aussi. Hein. Ouais, bien sûr. Donc limite, si c'était à refaire, tu referais un peu tout pareil, si ce n'est peut-être prolonger un peu plus. C'est ça, exactement, sur un peu plus long, ouais. Ok, donc prochaine étape pour le prochain épisode, direction tour d'Asie. Et tu reviendras nous raconter avec les enfants le périple. Ok, on fait comme ça. Merci beaucoup en tout cas, c'était chouette de vous recevoir. Avec plaisir. Je pense que ça va donner envie à tout le monde de mettre son sac à dos et puis de partir à l'aventure. Il n'y a plus qu'à. Ouais. Merci beaucoup. Merci.